Et bonjour à tous, bienvenue dans l'heure du rétro. Voilà, alors là on est le mercredi à la place du vendredi, mais fête de fin d'année oblige. J'avais des cadeaux à aller chercher vendredi, bien à la bourre. Et donc voilà, donc il y a des priorités. Et malheureusement, voilà, nous avons dû décaler au mercredi, mais c'est le même contenu qui était prévu. Et d'ailleurs, petite note, on se retrouvera aussi demain en live à partir de 21h sur cette chaîne, mais aussi la chaîne de Ken Bogard et de Monsieur Karaté pour un Rage Quit spécial Noël, mais avec beaucoup de rétro. Et même un épisode rétro consacré aux jeux de voiture, ce qui est en 2D, bien sûr, faut pas déconner. Ce qui est plutôt original en fait. Voilà. Donc voilà. Donc c'est plutôt intéressant de le dire. Donc demain, ça sera demain soir sur cette chaîne, hein, si vous êtes là, aussi sur les chaînes de Ken et Karaté, mais sur cette chaîne de toute façon demain soir, Rage Quit spécial Noël. Aujourd'hui, l'heure du rétro consacrée, oui, oui, parce que on a beaucoup parlé ces derniers temps, hein, tout le monde fête les 30 ans de la sortie de la PlayStation. Tout le monde fête les 30 ans de la sortie de la Sega Saturn, hein, fin novembre 94, 3 décembre pour la PlayStation, mais le 23 décembre. Le 23 décembre, lundi prochain, ça fera 30 ans que la PCFX, la PCFX de NEC est sortie. Qui en parle? Qui fête les 30 ans de la PCFX de NEC? Pourquoi le monde a oublié l'inoubliable oubliable? Oui, c'est une vraie question. Bonjour à tous, hein, bonjour à Goldo hein, qui est là. Runotaku, très bonne chaîne spécialiste Sega. Arnaud Le Breton, le fidèle, hein, Jimbo SNK. Bonjour à tous ceux qui sont là. Et Dumkill, le frère du X68000, mais que je sais jamais dire ton prénom. Bref, un super gars qui m'a beaucoup aidé à l'époque où je galérais avec mon 68000 et il est là aussi. Voilà. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Bonjour à ceux qui sont sur Twitter, tiens, aussi, puisqu'on peut regarder sur un Tetsurio hein, sur Twitter. Voilà, donc c'est une émission qui y fête, c'est vrai. Finalement, l'anniversaire. Vous savez, il y a toujours un anniversaire qu'on oublie hein, dans la famille, chez les, chez les jeunes ou je sais pas quoi. Et là, mais c'est parce que, en fait, c'est trop près de Noël. Et c'est vrai que ceux qui ont l'anniversaire trop près de Noël. Non, là, c'est pas pour ça qu'on l'a oublié, faut être très honnête. L'anniversaire de la PCFX, c'est tout le monde s'en fout, en fait. C'est pas, on l'a oublié, genre, c'est trop près de Noël. Mais oui, donc la PCFX de NEC, elle est là. Magnifique. Attendez, on peut même la voir un petit peu. Hein. Attendez, la réalisation. Attendez, hop. Réalisation. Voilà, cette magnifique, elle est là en vrai, hein, la PCFX The Next, cette 32 bits sortie le 23 décembre 1994 avec son pad 6 boutons qui ressemble évidemment au pad 6 boutons de la NEC. Derrière, alors au début j'avais mis un autre jeu, mais il n'y a que Battleit qui tourne. Donc ça c'est Battleit qui tourne sur le PVM branché en S vidéo. Oui, parce que la PCFX ne fait pas de RGB, mais déjà elle fait du S vidéo, ce qui en standard ne faisait pas les chorégraphiques, duo et compagnie. Donc est-ce que finalement on peut s'en plaindre? Voilà, avec le Battle Elite, évidemment, le meilleur jeu de baston parce que c'est vrai, quoi. La Saturn a eu Virtua Fighter. La PlayStation, début 95, a eu le droit à Toshinden en import. Mais regardez, vous pouvez jouer à Battle Elite sur PCFX. Et donc, la vraie question qui se pose, cher ami, c'est que le 23 décembre 94, la PCFX sort et en import, on pouvait la trouver dans des boutiques, certaines boutiques parisiennes, elle était plus rare que la PSX ou la Saturn, à 4790 francs. 4790 francs avec, si on prend en compte l'inflation et l'érosion monétaire en équivalent de pouvoir d'achat, ça ferait de nos jours environ 1100 euros. Voilà, ça c'est fait. Alors, évidemment, je vois qu'il y a des connaisseurs, hein, puisque ça connaît Zero Igar, hein, Zenki, évidemment, dans le chat. Également, salut le Zid, ça fait plaisir hein, sur Twitter, un frère de Dragon Ball. Freshton TV. Donc, il y a tous ceux qui arrivent. La vraie question qui se pose, c'est pourquoi fin 94 vous avez 5000 francs, plus de 1000 euros. Vous choisissez quoi entre la Saturn, la PlayStation et la PCFX? Pourquoi ne pas prendre la PCFX? C'est une vraie question. Après tout, si vous étiez fan, la PCFX, pour le rappel, donc c'est la machine de NEC, évidemment, Hudson. Ils ont sorti la PC Engine hein, en 87, puis après des merveilles comme la Duo, le lecteur CD, la PC Engine GT, l'incroyable extrêmement cher LT, la console avec le meilleur full set, le plus facile à avoir de l'histoire, la Super Graphics. Mais quand même, la PC Engine, voilà, c'était mieux que la Mega Drive au Japon, ça tenait la dragée haute certaines années à Nintendo. Tu te dis, c'est quand même des maîtres. Comment
on en est arrivé là? Et ça, c'est la vraie question qu'on va se poser aujourd'hui. On s'est beaucoup moqué de la PCFX, mais déjà, on va voir qu'il y a quelques rares bons jeux dessus, mine de rien. Et on va voir en fait pourquoi on en est arrivé là. Pourquoi on est passé d'une marque qui forçait le respect et surtout l'avance technologique. Si vous vous souvenez bien, la Peach Engine en 87, très vite avec R-Type, enfin, c'est une claque technologique. C'est les meilleures conversions de l'arcade à l'époque, hein, des Ninja Spirit, Vigilant, et j'en parle, même le Outrun, même les jeux Sega en fait. Tu te dis, le Street 2 quoi, qui tourne sur U-Card, tu te dis, ils avaient une avance technologique énorme en 87, même avec le CD-ROM en 88, hein, le premier CD-ROM de l'histoire des jeux vidéo, pour le jeu vidéo en tout cas, c'était encore eux. Comment on en est arrivé là? Désolé, je me suis jeté sur la PlayStation. Moi, je préfère le stick de la... Oui, on préfère tout le stick de SNK, c'est pas le sujet. Donc voilà, la vraie question, c'est comment on en est arrivé là. C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. On va remonter en fait aux origines du projet. Après, on parlera un peu des jeux, mais ce qui est le plus important, c'est, vous voyez cette bécane, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Derrière, vous avez le Battle Hit, des jeux du lancement, le jeu de baston, bien sûr, en 2D précalculé qui tournait, voilà, alors qui était impressionnant à l'époque, mais après, on est vite revenu à la raison, à la d'horizon, n'est-ce pas? Voilà, c'est vraiment ce qui m'intéresse. C'est comment, pourquoi? Pourquoi? Alors, il y a quelques éléments de réponse que j'ai trouvés. Après, je n'étais pas dans la tête de ces gens-là. Quelques magazines qui m'ont servi à tracer l'histoire de cette PCFX. C'est ce qu'on va regarder au début avant de parler des jeux. Maintenant, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas parce que là, je pars du point de vue, chers amis, tous ceux qui êtes dans le chat, que vous connaissez évidemment la marque NEC, vous connaissez l'histoire de la Peach Engine, Dodson qui avait envie de faire sa propre bécane, ça n'a pas collé avec Nintendo, ils partent avec la société NEC, un gros constructeur notamment des PC 88, PC 98, et ensemble, on va dire Hudson, je dirais le cerveau créatif finalement, et NEC, le fabricant, vont faire cette merveille de la gamme, parce que c'est plus une gamme de la Peach Engine. Après, ils déraillent petit à petit, où ils vont vers des trucs un peu exotiques, comme la Super Graphics, la Power Console, voire même l'arcade cardio, mais qui avait un vrai potentiel. Et là, il y avait effectivement une puce 3D qui l'ont levé. Alors, c'est un peu plus complexe que ça. C'est ce qu'on va essayer de retracer ensemble. On a déjà grillé 8 minutes. Donc, vous êtes parti pour 1 heure pour fêter la machine dont tout le monde a oublié l'anniversaire cette année. Je suis désolé. Tout le monde, 30 ans, les 30 ans de la PCFX, on en parle ou on n'en parle pas? Pour rappel, elle est sortie dans l'anonymat total le 23 décembre au Japon, 1994. Alors déjà, sans aller plus loin, pourquoi ça n'a pas marché? Je pourrais vous dire un truc tout bête, c'est que, entre nous, tu sors... Alors elle aurait dû sortir en novembre, mais là tu sors après la Saturn, après la PlayStation, à un mois d'écart. Mais en fait, tu penses qu'il allait se passer quoi, à part que t'aies des jeux de fou, genre un Tengen Maikyo 3, genre, je sais pas moi, ouais, un shoot du niveau de Spriggan ou de Gate of Thunder. Tu penses qu'il allait se passer quoi, en fait? Déjà, t'aurais eu ces jeux en 2D, c'était pas gagné. Mais là, tu les avais pas. Donc, cher PCFX, il allait se passer quoi? Voilà, évidemment, elle n'a jamais été commercialisée en France, mais tu pouvais la trouver en import autour de 5000 francs, ce qui représente avec l'inflation, l'érosion monétaire, blablabla, équivalence de pouvoir d'achat d'un peu plus de 1000 euros. Autant te dire que pour ce prix-là, tu pouvais t'acheter une PlayStation en import ou une Sega Saturn. Le choix était vite fait. Alors, ce qui amuse, voilà, on va remonter. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ça, c'est de vraiment de euh, qu'est-ce qui se passe? J'ai évidemment, comme d'habitude, un truc qui ne marche pas. Ce qui va m'intéresser, hop, c'est de remonter à l'origine. Donc à l'origine, ce qui est amusant, c'est que c'est marrant, hein, ce console plus 10, on en a déjà parlé souvent. Mais encore une fois, c'est lui. Pourquoi? Parce que le console plus 10, il vous relate le Tokyo Game Show de 92. Et il y avait plein de machines qui avaient été annoncées. Donc on avait parlé de la WoWo, on avait parlé des premières annonces de la PSX. Et en fait, les premiers, je crois qu'il y a eu, ça a été un peu, on en avait parlé un peu avant, mais la première fois où on a vraiment quelque chose à dire, c'est ce fameux Tokyo Game Show de mai 92. Donc on en parle dans le magazine Console Plus de juin, le numéro 10 hein, de juin 92. Voilà. J'ai vraiment, JC qui dit j'ai vraiment raté des trucs, j'ai jamais entendu parler de ces machines. Bah, c'est bien pour ça que cette émission sert à quelque chose, enfin, j'espère. Voilà. Hudson,
La rubrique bruit, donc, nanana, vous parle depuis un petit moment du projet d'Hudson pour sa 32 bits. Donc, effectivement, quand vous y allez dans les consoles plus avant le numéro 10, il parlait déjà des bruits de couloir. Mais là, on en sait vraiment un peu plus, hein. Euh, Ça vous parlait de processeur 486, etc. Mais c'est bien un custom chip pour analyser un ensemble de tâches, blablabla. Donc là, il vous parle d'un nouveau processeur Hudson, un 32 bits proche du 86 qui était utilisé dans les 32 bits RISC dans les PC de l'époque, dans les gros PC de l'époque. Et puis alors là, il vous parle 10 millions d'instructions par seconde. Il vous dit que voilà, c'est un truc de fou. Donc les gens, ils sont hallucinés. Euh, à côté, il y aura 5 processeurs qui géreront la musique, le son, les effets spéciaux. Et surtout, très important pour la suite, regardez bien, ça vous dit, ça va gérer ce qu'on appelle la compression, décompression, d'un standard très proche de la norme JPEG. Donc, ça serait quasiment que celle que Blabla nous connaissons sur PC. Bon, bref, c'est tout ça pour vous dire que, on va pas lire dans les détails, mais l'idée, quand vous regardez notamment ce petit graphique, c'était voilà, ils avaient un nouveau processeur custom, fait maison, et notamment très très doué dans la compression, décompression d'images 2D. D'accord? Alors, à l'époque, en 92, ça impressionne parce qu'en 92, bah, on joue surtout à des jeux 2D, hein, faut être très honnête. Et voir ça, c'est forcément impressionnant parce que on s'imagine des cutscenes en 2D extraordinaires, des jeux en 2D comme voilà, vous regardez le Spriggan, vous regardez le Castlevania sur la version CD-ROM de la Engine, vous êtes bah ouais, s'il y a une machine en 2D en 32 bits qui peut gérer ça, c'est potentiellement c'est le rêve quoi. Alors, on nous dit commercialisée en janvier 93. Bon, elle a eu un petit peu de retard, hein, quasiment 2 ans de retard. J'ai pu voir une démonstration impressionnante de cette machine. Alors, surtout ses capacités à mixer des sources, tu vois, finalement, à mixer des vidéos de très haute qualité. Voilà, mais finalement, Banana-san, il voit ça, il voit des capacités playback, etc. Et il y a un petit peu de 3D, mais ce n'est, retenez bien, que du précalculé. C'est très important. Ce n'est que du précalculé. Bah oui. Attends, j'essaie de voir ce que vous me dites en même temps. Non, voilà, on est bien. Ce n'est que du précalculé. Et là, mais pour l'époque, regardez. Oula, là j'ai juste enlevé mon interface. J'ai juste pas du tout appuyé sur le bon bouton. Toc. Pour l'époque, voilà, c'est quelque chose de. Attends, je vais juste remettre mon interface avant de faire n'importe quoi. C'est pas mal là. Voilà. Donc, pour l'époque, voilà, c'est quand même très très impressionnant ce que propose cette machine. Et là, on va se dire, mais alors d'accord, c'est impressionnant, mais alors qu'est-ce qui va se passer par la suite? On va essayer de remonter le fil de l'histoire. Donc, juin 92, on a la presse française, on attend parler, on voit une nouvelle machine qui débarque de NEC. À l'époque, c'est vraiment la machine, c'est pas la Neo Geo tout à fait, hein, mais c'est quand même un, ouais, c'est quand même un certain état de grâce, si je peux si je peux me permettre l'expression. Si je peux me permettre l'expression, c'est quand même un certain état de grâce cette bécane, parce que, bah voilà, parce qu'on a envie on a envie d'y croire, on a envie de voir que NEC revient avec après la PC Engine, t'as envie de ça, et je fais n'importe quoi avec ma cam et ça me saoule. Voilà, c'est mieux. On a envie d'y croire. Salut Mani Mani, salut à tous ceux qui arrivent. Donc, Mani Mani, je me souviens plus d'ailleurs si Power Game vendait ou pas la PCFX à son arrivée en import en France. On était au console plus numéro 10. Et là, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire un petit saut dans le temps. Et on va revenir, on va aller à ce numéro. On va aller à ce numéro. Et on est au numéro 19. Donc on est au numéro 19 et on est en avril. Ouais, c'est avril 93. Donc c'est con parce qu'elle aurait dû sortir en janvier 93, hein, d'après le numéro d'avance, si vous m'avez suivi. Et là, on essaie de remonter, mais on apprend quoi en avril 93? Alors en avril 93, on est au début de l'année 93 et c'est vraiment l'année de la folie, quoi. C'est l'année, on est bien loin de la PlayStation et de la Saturn, mais c'est l'année où on va commencer à parler Jaguar, on va commencer à parler 3DO et on va commencer à espérer peut-être des news. Regardez, on tourne les pages, on feuillette le magazine et on va commencer peut-être à espérer peut-être des news sur la machine de NEC. Le bus radionnant de jeux vidéo, l'arcade dépasse les bornes. Regardez, on commence à parler de la 3DO. La 3DO, la machine ultime pour le jeu. Oh, à l'époque, on s'enflamme, hein. Les entrailles de la bête.
Et alors, c'est marrant parce que tu regardes en avril 93, le Super Famicom CD-ROM, Nintendo présente son CD-ROM, c'est le concurrent, un des concurrents de la 3DO, mais bien sûr, il va se greffer. Et on te dit même par rapport à la 3DO, c'est quoi l'intérêt du CD-ROM de la Super Famicom? Des performances intéressantes, son prix, la puissance savoir-faire de Nintendo. Le lecteur est loin d'être fini avec un bus de données, mais tu as les entrailles de la bête, quand même. Alors, là, c'est de la digression, hein, je digresse, mais bah, c'est intéressant. Euh, On a eu touché une anti-loot, ça fonctionnait pas là, on ne l'a pas proposé à la vente, dit Mani Mani. Elle était pas super quand même, je veux dire bien, sinon je l'aurais acheté, je me serais encore fait avoir. C'est marrant, tu vois, il te propose à côté, t'as les caractéristiques de la 3DO et du potentiel lecteur de CD-ROM de la Nintendo. C'est marrant quoi, parce que en fait, ça veut rien dire, je sais même pas d'où il sortait ces caractéristiques qui n'ont aucun sens. Mais on va pas s'attarder là-dessus, ce n'est pas du tout le sujet. Ce n'est pas le sujet. Le CD-ROM suite, on en reparlera de ce lecteur CD-ROM, bien sûr, on fera une émission sur tout ce qu'on a pu lire dans la presse sur le CD-ROM de la Super Famicom. Là, ça se reparle du mec. Ah voilà, on y revient. Voilà où on entend reparler d'Hudson. Ça, c'est vraiment le prototype qu'avait vu Banana-san. Vous voyez cette image, c'est le prototype qu'avait vu, comme ils disent, Banana-san en mai 92. Vous savez, ce qu'on a vu juste avant, quand on vous parlait il y avait des pros, une super interface, mais c'est qu'un proto, quoi. Et ça, c'est une fameuse image de ce qu'il avait vu qui faisait penser à Starblade, hein, la balade d'un vaisseau dans une ville en 3D, calculé Star Fox à la puissance 4. Ouais, mais c'est de la 3D précalculée, c'est une démo technique, c'est du vent, en fait. Mais du vent, à l'époque, ça t'impressionne. Voilà. C'est ça qu'il faut retenir. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Malgré l'apparent manque de volonté d'Enec pour mettre le paquet sur ses consoles grand public, blablabla, la PCNJ pour ce problème de chemin, gna gna. Alors maintenant, c'est novembre 93. D'accord. Finalement, ça sortira un an après. La 32 bits la moins chère du marché, alors ce qui ne sera pas forcément le cas malheureusement. On est toujours sur ce... Il n'y a pas vraiment de nouvelles informations, hein. On est sur de la décompression des données. Une image 32 bits, ça prend de la place mémoire. Je les ai trouvées plus impressionnantes encore que les démos 3DO. Je ne sais pas ce qu'il a vu en démo à cette époque-là, mais il n'y a rien de nouveau, hein. Ils nous ressortent la même sauce. Il y a juste des images qu'on n'avait pas vues dans la presse à l'époque. Mais sinon, globalement, on est en avril 93, ça doit sortir en novembre 93. Et la vérité, chers amis, c'est que il y a rien de nouveau, quoi. Tu vois, faut être très honnête. C'est chaud sa vie, hein, quand même, hein. On avance dans le temps. On avance dans le temps. Et alors là, j'ai quoi? Qu'est-ce que j'ai? On est. On est vraiment dans le temps là, ouais. Alors, on est en mars 94. On est en mars 94 et le truc c'est que mars 94, en théorie, tu te dis la machine, elle a dû sortir depuis un certain temps puisqu'elle était annoncée fin 93. Ce qui est très important si vous arrivez, c'est que la PCFX de NEC en mars 94, on a quoi? En mars 94, vous avez déjà la 3DO qui vaut une fortune. Plus de 1500 € en équivalence d'aujourd'hui en import. Vous avez quelques Jaguars si on en trouve. Et là, regardez, Scoop 32 bits, 3 consoles. La Saturn, Mars et Titan de chez Sega. On reviendra évidemment sur ces plans mythos de chez Sega, la PSX de Sony et la FX de NEC. Et regardez, le nom a changé, parce qu'avant, il faut savoir que jusque-là, on l'appelait Projet Tetsujin, qui veut dire l'homme de fer, je crois. Projet Tetsujin, donc elle était appelée comme ça. Et là, pour la première fois, à peu près. Alors voilà, 94, il y a un dossier hyper intéressant. Regardez, là, c'est parmi les premiers protos des 32 bits de Sega. Pluton, Titan, on va passer par toutes les planètes avant d'arriver à Mars. Mais vous voyez, il y avait quand même des proto-images de Victor Hugo, de Panzer Dragoon, et on est qu'en mars 94, de Virtua Fighter, etc. Donc c'est assez intéressant. On vous parle aussi de Mars, l'upgrade de la Mega Drive. Alors, bien sûr, ça deviendra la 32X, le projet Jupiter qui aurait dû être la combinaison, mais qui va disparaître. Et là, vous avez ces images. Et là, c'est intéressant. Puisque aujourd'hui, c'est ça le sujet quand même. On vous ressort ce proto que vous aviez déjà dans le magazine d'avant qui date d'un certain temps, d'accord? Voilà. Et alors là, les possibilités, écoutez bien, cette photo illustre bien les possibilités de transparence offertes par l'Alpha Channel FX. Donc là, on va dans le nom PC FX. PC, pourquoi? Parce que ça reprenait, je pense, le nom des PC 98, des PC 88. Et FX, je sais pas. Je crois que j'avais lu ça quelque part dans un article de Gros Pixel, on va revenir dessus. Quoi qu'il en soit, l'Alpha Channel, les shoots 'em up sur la FX vont décoiffer. Genre ça, c'est...
T'as une vieille image en 3D toute pourrave, mais rendez-moi mes images en 2D. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, Console Plus Disc, que vous avez parlé il y a 2 ans d'exclusivité du projet Tetsujin. Donc maintenant, il vous explique que ça devient le projet FX, PCFX, bien sûr. Et que, voilà, alors la refact sera basée sur un custom chip. On est toujours sur l'histoire du custom chip qui avait donné son. Ah non, c'est ce qu'il pensait au début. Mais finalement, on va basculer sur le V810 de NEC, un processeur effectivement plus puissant, 32 bits. C'est vrai. Ils vont opter pour un pros plus puissant. Et là, on est vraiment début 94. Il y a toujours plein de coprocesseurs autour. Point fort de la PCFX. D'accord. Point fort de la PCFX. Non, 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 non. Devait être la manipulation d'images vidéo en temps réel. Ils vous disent pas 3D, hein. Manipulation d'images vidéo en temps réel. Ils ont bien sûr la volonté de faire la console la moins chère du marché et on va en reparler pourquoi. On va en reparler pourquoi. Comment on en est arrivé là. Comme d'habitude, SNK, c'est le vendredi, mais non. Mais je sais, Biggie, mais là, j'explique au début, j'avais un souci. Bienvenue, Biggie, hein, ça fait plaisir. Salut, Biggie, évidemment, au frère de l'arcade. Donc, projet Tetsujin, on est en mars 94, on est en février pour la date du salon. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont changé de nom, ils parlent d'un nouveau processeur NEC, ils vous disent toujours que ça sera la console la moins chère du marché avec de la manipulation d'images. Mais ils ne vous disent pas de quelle image. Pour comprendre un peu ce qui s'est passé, je pense qu'il y a un article qui en parle assez bien. Donc j'ai envie de vous parler de cet article. Toc. Hop, je vais zoomer. Vous pouvez aller, hein, donc il n'y a pas de raison. Il est écrit par Marc. Il est sur le site de Gros Pixel. Le site de Gros Pixel. Et il retrace assez bien. Donc allez chercher article PCFX, gropixel.com. Hein, je cite toutes mes sources, bien sûr. Allez chercher un peu ce qui s'est passé. Et voilà, ils en parlent. Des changements radicaux. Et ce qu'ils disent est hyper juste, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont passés à un NEC V810 plus puissant et le changement n'est pas anodin parce qu'il va sceller en partie le destin de la machine. C'est très juste. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils vous disent manipulation d'image, la machine du moins cher? En fait, ce que NEC va se rendre compte, c'est que les composants qu'ils prévoyaient pour la machine, notamment pour gérer la 3D, sont effectivement beaucoup trop chers. Ensuite, au même salon, début 94, sur cette période, ils vont commencer à voir les caractéristiques de la Saturn. Alors, en plus, ils n'avaient pas encore tout à fait celle de la PlayStation, sinon je pense qu'ils auraient vrillé 10 fois plus. Mais bon, ils commencent à comprendre que ça va être compliqué pour vendre une machine à un prix acceptable, si vous voulez, d'être en concurrence avec Sony Sega, d'être sur le même secteur. Et peut-être qu'ils vont faire une Nintendo Switch finalement. Entre la Wii et la Switch, Nintendo, à un moment, ils se sont dit, ça sert à rien d'être, si vous voulez, sur le même créneau que ses concurrents qui sont très hauts par rapport à nous. On va aller les chercher sur autre chose. Salut Jeff Retro. On va aller les chercher sur autre chose. On va se battre sur ce qu'on sait faire, les produits un peu pour une niche, un peu joueurs japonais, un peu otaku. Après tout, on n'a pas besoin du marché occidental, on s'est cassé la gueule aux États-Unis, même si on a fait n'importe quoi. Genre, pourquoi tu changes le design magnifique de ta PC Engine quand tu vas aux États-Unis? Pourquoi tu as une machine qui est la plus belle de l'histoire, la plus petite, t'en fais un pavé dégueulasse avec la TurboGrafx? Peu importe, c'est un autre sujet. Quoi qu'il en soit, ils se disent, un peu comme Nintendo avec la Switch, sauf que Nintendo, c'est Nintendo, ils l'ont bien fait. On va pas se battre en frontal sur la 3D chère avec la Saturn et la PlayStation, on va faire une console pas chère sur nos acquis, ce qu'on sait faire, la 2D et la manipulation d'images. Donc quand ils vous parlent d'un processeur de manipulation d'images, c'est pas pour de la 3D. En fait, à ce moment-là, très précis dans l'histoire, les mecs, ils lâchent la 3D. NEC dit, on lâche la 3D. Et là, il y a un premier problème. Déjà, il faut bien comprendre que c'est NEC. C'est-à-dire que Hudson est vraiment à l'origine du procès PC Engine et c'est eux qui ont été chercher NEC. Pour la PCFX, je ne suis pas sûr que ce soit pareil, que l'équilibre des forces entre Hudson et NEC soit tout à fait le même. Déjà, il y a un premier problème, c'est que la PC Engine, elle a enfoncé le clou parce qu'en 87, on en a parlé, c'était une grosse avancée technologique, d'accord? C'était une énorme avancée technologique, la PC Engine, par rapport à ce qu'ils faisaient chez Sega avec la Mark III ou évidemment la Famicom Nintendo. Elle était même, à plein des aspects, déjà en avance sur la Mega Drive. Donc voilà. Sauf que là, c'est l'inverse. Ils n'ont pas l'avantage techno puisqu'ils se mettent en retrait par rapport à la Saturn et la PSX. Ils disent, on abandonne la 3D. Enfin, ils ne le disent pas, mais c'est ce qu'ils font dans les faits. Pourquoi est-ce qu'ils peuvent vendre leur machine moins chère? Parce qu'ils abandonnent la 3D et qu'ils se concentrent sur la 2D, la compression, la décompression d'images, blablabla. En fait, c'est juste une PC Engine plus, quoi. Alors, ceci dit, moi, quand on voit ça débarquer, on a envie de dire, mais merci, en fait. Attends, on te dit, on va faire NEC, Hudson te disent,
Les gars qui font des tueries en 3D sur leur machine, on va faire une machine 32 bits, on abandonne la 3D polygonale de façon dégueulasse des débuts de la 3D, on va faire que de la 2D. Avec les licences qu'ils ont, les RPG qu'ils ont, le savoir-faire qu'ils ont, ils disent on va sortir une machine qui va tout dérailler, toutes les autres bécanes en 2D, mais pourquoi pas? Donc à cette époque, en fait, mais t'y crois encore? Mais c'est vrai. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? D'ailleurs, on regarde un peu les spécificités de la machine, hein, toujours sur cet article de Gros Pixel. Ouais, le V810, effectivement, qui sera aussi derrière, quand il dit Dumcell, comme il dit la case rétro, il t'explique que ce sera aussi le processeur du Virtual Boy. Effectivement, quel succès. Tu vois, c'est pas mal. Bon, la RAM de 2 mégas, bon, ça aurait été bien plus, mais t'as possible de mettre des extensions. Bon, elle gère 128 sprites, c'est pas non plus la folie, hein. La Neo, c'est 3 fois plus. Mais, voyez, il y a plein d'effets. Rotation, cellophane, t'as l'effet cellophane, déformation, mais elle peut quand même envoyer du lourd, d'accord? Elle fait que du S-vidéo, mais soit, même si en France, personne n'a ça à l'époque. Et regardez, quand elle sort, ça ressemble, vous la voyez un petit peu, là, je vous l'ai montré tout à l'heure, vous regardez. Il y a pas mal de cartes d'extension qui auraient pu servir, on va en reparler. Tu as du S-vidéo, tu peux brancher. Mais c'est là où je pense qu'il y a une première erreur. C'est-à-dire que, ok, tu veux faire de la 2D. Mais s'il sortait une vraie machine qui voulait faire de la 2D, d'accord? Avec, par exemple, comment dire? Avec, par exemple, ils auraient vraiment voulu faire de la 2D et ils sortaient une PC Engine++, la vraie PC Engine 2, boostée aux hormones de la 2D, mais avec un form factor proche de la PC Engine. Et là, finalement, si tu réfléchis bien, ils font ça. Alors, c'est pas que c'est moche, mais c'est une tour 2D. C'est beaucoup plus gros, évidemment, qu'une PC Engine, que tout ce qui ressemble à une PC Engine. Et tu as envie de dire, mais non, pourquoi ils font ça? C'est parce qu'ils voulaient l'intégrer dans leur gamme de tout ce qui pouvait toucher à leur fameux PC 98 pour l'époque. C'est-à-dire que... Et c'est là où tu sens que NEC, à mon avis, parce que je n'ai pas de preuve de ça, là où tu sens qu'en fait, NEC prend le dessus sur Hudson. Je ne sais pas si c'est vraiment Hudson qui a voulu ça. NEC, le constructeur, il voit le lien où ils se disent on va faire le lien avec le PC 98, avec nos et on va rendre même, tu sais quoi, on va rendre tout ça compatible. Mais quelle idée nulle. Non les gars, en fait vous avez rien compris. C'est pour ça que je me suis toujours dit, il y a un truc qui cloche. Tu vois, il y a un truc qui cloche. C'est les gars de NEC qui ont pris le lead sur Hudson. Par exemple, la preuve, donc je vais un peu plus loin dans leur article chez Gros Pixel. Ils parlent d'ailleurs, déjà le prix à la sortie, quasiment 50 000 yens. Mais les gars, en fait, c'était pas moins cher qu'une Saturn et une PlayStation. Donc, t'as enlevé la 3D. Mais elle est où la console 2D qui devait être pas chère? Vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez le problème? Salut à Shaolin, hein, salut à tous ceux qui arrivent. Salut à Maxence. Vous comprenez le souci. Regardez. Tu avais sur PC 98 un ordinateur japonais, tu avais la possibilité d'acheter, ce qui vaut très cher aujourd'hui, une carte d'extension pour la brancher sur le PC 98 de NEC et pouvoir jouer au jeu PCFX. Génial! Tu avais même une version avec un petit processeur 3D. Ensuite, tu avais la possibilité d'acheter un câble, un adaptateur SCSI qui permettait de connecter, rends-toi compte, ta PCFX à ton PC 98 et utiliser le lecteur CD de la PCFX comme un lecteur CD pour ton PC 98. Génial. Mais à aucun moment dans tout leur truc, tu regardes, à aucun moment, je suis désolé, dans tout leur truc, regardez, on va essayer de... À aucun moment, ils vont se dire, tu vois, alors que là, tu as une carte d'extension, tu as un slot de carte d'extension et tu en as derrière, ils vont se dire, mais, hé, plutôt que chercher la compatibilité, en tout cas de matos, parce que pas les jeux, hein, genre les jeux PC 400, les jeux NEC PC 98, ils marchent pas sur la PCFX. Mais au lieu de chercher le lien, pourquoi tu la rends pas rétro-compatible avec tous les jeux de la gamme PC Engine CD-ROM, avec inclus arcade card duo, tout le bordel? Ça aurait été un début, ça aurait pas tout fait, mais déjà ça t'aurait changé la vie, hein? Au lieu de faire nimp. Bordel. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait, Biggie, on va en parler de ça, de la PowerVR. N'importe quoi. Donc déjà, ils ne les rendent pas compatibles. Donc déjà, première connerie, parce que NEC va chercher le lien avec sa gamme de PC japonais, plutôt qu'avec, pour une console, les liens avec sa console qui marche. Voilà.
Pardon, je baisse un peu mon micro parce que je crie trop fort. Pardon pour la sature, ration. Mais quand même. Donc, il cherchait le lien matos avec le PC 80, le lien hardware avec le PC 98, mais pas avec les jeux, on est bien d'accord. Et c'est ça qui est fou. En plus, il faut savoir, et Biggie l'a sous-entendu, que NEC, est-ce que ça vous parle? NEC, à un moment, il était envisagé, c'était un gros mythe, de faire dans la mythologie, pas un mytho, euh, ils ont envisagé une carte à base de PowerVR 3D pour mettre derrière le slot d'extension de la PCFX. Et là, tu te dis, bah, pourquoi pas les gars? Mettez-la dès le début, ou en tout cas très vite. Et finalement, ils vont jamais la sortir, mais on retrouvera ces processeurs PowerVR, notamment, qui alimenteront la Dreamcast. Et là, tu as envie de dire, bien wesh! Mais si ton fucking PowerVR, tu l'avais mis en 94, on n'en aurait pas été là. Mais même, parce qu'à la limite, c'était pas stupide de se mettre en retrait, si vous voulez, de Sony et de Sega à cette époque, et de sortir une machine full 2D avec des bonnes capacités, notamment. Il faut savoir qu'en décompression animée, comme vous pouvez voir avec Battlelite qui tourne, ça fait mieux qu'une Saturn sans carte MPEG et qu'une PlayStation. Donc c'était pas de se concentrer pour la 2D à un moment où tout le monde partait 3D, même si effectivement au niveau des ventes ils n'auraient pas été mainstream, mais ils auraient pu avoir la troisième place comme la PC Engine finalement. C'était pas idiot. Mais dans ce cas-là, tu la rends rétrocompatible et tu fais les bons jeux. Parce qu'on va parler des jeux. Et en fait, c'est ça le problème. C'est bien ça le problème. Parce qu'à la machine, bon, elle est chère, le hardware, ouais, bon, mais tu peux encore accepter. Tu peux accepter. Parlons des jeux. Et parce qu'il ne me reste que 28 minutes. Là, on est face à un magazine, on est, si vous voulez, en février 95. Et voilà, c'est le, le match PSX Saturn Toshiden contre Virtua Fighter qui va tourner largement, je vous spoil, j'en ai parlé sur Twitter, à l'avantage de Toshiden, parce qu'en fait, Toshiden, à l'époque, d'un point de vue, si vous voulez, vitrine technique, c'est effectivement totalement écrasant. Il n'y a pas... Y a pas... Attends, il y a plus de Power Game. Power Game en février, Saturn plus un jeu téléphone. Mani Mani, tu mettais pas les prix, hein. Par contre, 600 francs, Toshinden. Ah, mais il n'y avait pas les prix. Il y avait la Jaguar, il y avait les prix, mais tu n'avais pas le prix de la 3DO. Hein. Ça, c'était Power Game. Hein. T'appelles, on discute du prix. Donc, bref, dans ce numéro, d'ailleurs, il parle des nouveautés arcade de Sega. Nanana. Alors, c'est hyper intéressant, mais voilà, on va aller direct à ce qui nous intéresse bien plus loin dans le magazine. Tac, 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 tac. Je vous le fais en vitesse. Hein. T'avais pas mal de jeux. En fait, t'avais le cahier des 32 bits vraiment beaucoup plus loin, vous voyez, dans le magazine. Je suis exprès de vous le passer comme ça. Voilà, le Starblade Mega CD, Toshinden, qui hérite d'un 95%, et on vous explique que c'est le meilleur jeu jamais créé. Alors, visuellement, c'était une claque, et d'ailleurs, c'est à cause de cette claque, j'en avais déjà parlé, que j'avais acheté la PlayStation à la place de la Saturn à ce moment-là, puisqu'il était sorti, Toshinden, début janvier 95. Ça, c'est à ce moment-là que je l'achète. Mais en vrai, contrairement à ce qu'ils vous disent finalement tous les gens derrière, qui disent que Toshinden propose des graphismes fabuleux, que c'est 100 fois mieux que Virtua Fighter. Alors, techniquement, c'est vrai. En termes de jeu, même Virtua Fighter 1, en termes de gameplay, ça met 100 000 zéros à Toshinden, c'est pas grave. Moteur Toon Grand Prix, Clock Knight, avait vraiment un Twingo Dash, je me suis fait avoir, je l'ai acheté chez Power Game encore, merci Mani Mani. Hein. Voilà, 85%, il valait pas... spoil, il valait pas 85%. Il valait pas 85%. PCFX, on y est. Eh bien oui, il vous parle de la PCFX et cette fois-ci, il vous parle du test. Son prix est très élevé, 4 790 francs, effectivement en import, et encore on ne la trouvait pas chez Power. Et là, voilà, on parle des jeux, on vous aura prévenu. Pour l'instant, il est difficile de se faire une idée précise que pourrait donner la PCFX. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'au niveau des présentations... Au niveau des présentations, les amateurs de Japanimation risquent de kiffer. Ok, d'accord. Voilà. Mais les gens ne sont pas plus emballés que ça. Ils vous parlent de l'ancêtre, de la PC Engine. Les 3 premiers jeux, Team Innocent, on va en parler, qui était une sorte de Resident Evil sci-fi en bitmap 2D. Et ils vous parlent bien sûr de Battlelite, c'est le jeu qui tourne derrière. Ou Battlelite, quand tu vois pour la première fois, tu te dis, mais attends, c'est ce dont j'ai toujours rêvé. C'est un jeu de baston en full 2D, et c'est comme Street Fighter, mais en full 2D. C'est pas exactement ça. C'est pas exactement ça, tu vois. Mais il vous en parle, et voilà, c'est pas... Voilà. Et c'est tout.
Ouah, il vous parle des 100 000 derrière Metal, Metal Kula. C'était un de mes préférés à l'époque. Il n'y a que de la baston pendant 1 heure. Au moins, ça parlait pas dans DBZ. Peu importe, c'est pas le sujet. Voilà la sortie dans la presse française, à peu de choses près, de la PCFX de NEC. Bah ouais, bah ouais, ouais. Voilà. Petite question aux connaisseurs, combien le PC FM Town 2 fonctionnel? Oh là là, demande à Cousin Hubert, il est dans le chat, Benjamin. Il saura te répondre. Il saura te répondre, Cousin Hubert. Oula, c'est ma caméra, elle est repartie en mode suivi, voilà. Alors, il y en a d'autres qu'on en parlé. Alors, j'ai pas vraiment trouvé dans le Joypad, mais j'ai pas cherché des heures. Mais pour une fois n'est pas coutume, on va parler un peu de Player One. Player One qui va aussi parler de la machine, voilà, dans ce numéro, pareil, de Toshinden écrase Virtua Fighter. Vous voyez, c'était pas console plus, personne n'était vendu. À l'époque, c'est pas un mensonge, j'en pensais vraiment que Toshinden écrasait Virtua Fighter. Et d'un point de vue technique, c'était vrai. C'est-à-dire pour ça que la PlayStation a une grosse avance, c'est parce qu'on regardait. En fait, on savait pas vraiment jouer au jeu de baston. Voilà, il y a un peu plus d'un mois, NEC sortait en force à 32 bits au Japon. Nanana, trop bridé. J'aime bien le titre. Putain, à l'époque, on était sans pitié, hein. Nous sommes nombreux, nanana, les souvenirs de la chorégraphie, parce qu'ils aimaient bien quand même la chorégraphie. Et là, ils font un article assez détaillé, hein. Il revient sur les processeurs. Il vous explique que la bécane serait capable d'afficher 30 images avec 16 millions de couleurs. Elle pourrait donc offrir des dessins animés incroyables, aussi beaux que les plus belles OAV. Spoiler alert, non. C'est-à-dire que sans carte de décompression MPEG, ça faisait du très beau travail si vous voulez, effectivement, pour mettre du dessin animé, mais non. C'était pas comme si tu mets un laser disque et c'est pareil. Ça, c'est faux. Ce n'est pas vrai. Voilà. Il faut revenir à la réalité des choses. Donc, si vous voulez, même ça, c'était un petit peu un mensonge, quoi. Euh, Donc voilà, de toute façon, Surprenant Nègre ressemble davantage à une mini-tour PC, ils vous apprennent rien, ils vous parlent des micro-ordinateurs, niveau technique, ces concepteurs ont adopté une démarche opposée. Encore une fois, ça, c'est pas idiot, hein, de vous baser, après tout, ils avaient une cible assez otaku, ils se sont dit on battra pas les autres en 3D, on va les battre sur la 2D et ce qu'on sait faire avec notre savoir-faire en jeu 2D, et Dieu sait qu'ils avaient un savoir-faire. Voilà. Au moins, là, ils vous parlent des connecteurs d'extension, le test est assez complet. Et du coup, après, ils vous parlent de Battle.it. Euh, Alors, vision du futur, image de jeu en développement. Ils vont monter un petit coup de boobs, hein, évidemment, pour vous. Oh là, mais je vais pas montrer ça sur un stream, là. C'est pas possible, nul blague, faudra flouter. Attends, je vais bien zoomer sur le Battle.it. Voilà. Voilà, comme ça, ils vont pas me montrer ce qu'il y a à côté. Et puis, je vous parle de Battle.it, jeu de baston assez classique. Les combats sont amusants. Alors, c'est impressionnant, mais évidemment, on s'embête au bout de. Oh là, mais c'est pas possible. Team Innocente, Néo Génération, voilà. Bon, il vous parle de Team Innocente, il vous parle des jeux. Mais globalement, le test dans Player One est assez complet, mais ils disent tous la même chose. On s'en fout. On s'en fout. Voilà. Et c'est terminé. Et c'est terminé. Et voilà. Fin de l'histoire de la PCFX dans la presse française, mais en même temps, c'était à juste titre. On l'a trouvé difficilement en import. Elle était hors de prix. Et maintenant, on va un petit peu parler des jeux. Et en vrai, on s'aperçoit qu'au niveau des jeux, tout le monde s'en fout aussi. Tout le monde s'en fout aussi, tu vois. Genre, tout le monde s'en fout de tout. C'était un petit peu ça le jeu. Je vais vous montrer, j'ai fait en plus des captures maison. D'ailleurs, j'ai fait des captures maison avec du real hardware, comme vous le voyez ici. D'ailleurs, tu vois, c'est fait avec le. À l'époque, c'était avec le RetroTink. Est-ce que vous avez du son là-dessus? Non, attendez. Hop, hop. Donc, vous voyez un petit peu l'interface. L'interface de cette belle machine. Et là, vous avez le Battle.it. Alors, la PCFX, voilà, ça, elle était douée. Battle.it, ça en dessin animé à l'époque, c'est vrai que t'es. Encore une fois, hein, mais c'est quand même de la très bonne qualité, hein. Ça tourne effectivement bien, c'est du bon MPEG 1, on va dire, ça ressemble à du MPEG 1. Mais, ouais, et là, on voit ça en dessin animé. Alors, évidemment, inspi au Kutonoken à mort. On est. Wouah. Et c'est vrai que si t'es fan de Japanime, de culture Jap, de manga à ce moment-là, tu vois ça, t'es. Wouah. Honnêtement, il l'aurait eu chez Power Game, j'aurais craqué, hein. Je me suis dit, j'avais plus de thunes. J'aurais peut-être revendu ma PlayStation pour l'acheter. Tellement que j'étais friable. Voilà. Alors le jeu après, en fait, ça se déroule comment? Il y a pas mal de jeux comme ça, donc je vais pas revenir sur tous, mais c'est pour ça que c'est intéressant de vous montrer celui-là. Il est derrière au niveau de la jaquette, donc là je l'ai pas sous les mains. Euh,
comment ça se passe dans le jeu? On va regarder, hein. Donc, comment ça se passe dans le jeu? Voilà, là, je vous mets un petit peu le jeu. Je vous mets un petit peu, pas beaucoup de son, hein, je veux pas que ça hurle. Donc, comment ça se passe dans le jeu? En fait, on peut jouer à deux. Tu as un pas de 6 boutons et tu as des boutons genre attaque fail, attaque spéciale, attaque forte, garde, comme dans un vrai jeu de baston, vraiment. Et l'idée, c'est que tu appuies sur un bouton, ça va lancer une séquence vidéo où tu fais ton attaque. L'autre a tout le temps de ta séquence vidéo pour savoir comment il va répliquer. Et il dit, c'est comme dans un jeu de baston. Non, dans un jeu de baston, tu répliques à la frame et tu t'adaptes. Là, tu as le temps de la séquence de l'autre gars pour savoir sur quoi tu vas appuyer. Je vais bloquer, je vais taper. Et surtout, comme c'est tout le temps les mêmes séquences vidéo, au bout d'un moment, tu les connais toutes. Oula, je fais... C'était ma capture. Ah oui, j'ai voulu lancer un autre match. En fait, c'est du coup tout le temps les mêmes séquences. Donc, tu sais exactement au bout d'un moment par quel bouton tu répliques à quelle séquence. Bref, c'est rigolo 5 minutes. Et puis, au bout d'un moment, comment tu as compris, bah voilà, il n'y a pas de caravan, il n'y a pas de... Voilà, c'est juste fun et c'est juste inutile. C'est juste de la 2D précalculée, plutôt bien rendue pour l'époque, il faut l'admettre. Mais en termes de gameplay, tu touches le fond, en fait. C'est ça la réalité. Oui, voilà, c'est une sorte de pierre-feuille-ciseau. C'est effectivement en fonction de le mec qui fait le mec, tu joues à pierre-feuille-ciseau pour t'adapter à ce qu'il va faire en imaginant qu'il va faire ceci, cela. Voilà. C'est du FMV, pierre-feuille-ciseau, mais du FMV en 2D. Et ça sort quand même bien mieux pour un tel jeu identique, par exemple, que sur Mega CD, ou même je pense que 3DO, Saturn, ils auraient eu du mal à faire exactement la même chose. C'est juste totalement inutile. Voilà. Voilà, donc ça, c'est le jeu là qui tourne derrière. Vous voyez la jaquette de Battlelite. Et en fait, ces jeux-là, il faut savoir qu'ils vont ils vont en faire quelques-uns quand même. Alors, par contre, ça fait partie des jeux auxquels vous pouvez jouer. Parce que, voilà, ça reste malgré tout un jeu de baston, il n'y a pas grand-chose à comprendre. Et là, tu te dis, bon, ok, ça c'est cool. Mais attends, ils vont quand même faire un jeu Far East of Eden. Un jeu Far East of Eden, Tengai Makyo, Tengai Makyo 2, un des meilleurs RPG de l'histoire, ils vont faire. Ils vont faire. Bah oui, parce que finalement, regarde, regardez, il y a eu Far East of Eden, Tengai Makyo, magnifique, sur PCFX de NEC. En plus, ça a l'air bien. Tu dis, c'est comme Far East of Eden, The Apocalypse 4. Tu vois, tu as des combats. Et puis, en fait, quand tu passes effectivement en RPG avec de la 2D précalculée, nanani, nanana, ça va être génial. Mais bien sûr, on va donc regarder ce que ça donnait Far East of Eden. Ils ont fait un RPG. Attendez, c'est une de leurs meilleures licences, Team Red. C'est un RPG absolument fantastique. Et donc, tu te dis, bon, bah, trop bien. Et là, effectivement, bah, tu lances le jeu. Bah, c'est pas si mal, tu vois. Tu te dis, ouais, Far East of Eden, bon, c'est beau. Tu vois, t'as un dessin animé d'intro, Wouah, t'as une game Makio, oh là là, c'est trop beau, ça défonce. Ou à la limite, tu dis, ils vont faire Vous savez qu'il y a eu un jeu de baston 2D à la Street Fighter sur un NEC PC Engine Arcade Card Duo CD-ROM. Il y a eu un jeu Tengen Makyo qui est pas si mal d'ailleurs. Et là, tu dis, bon, ça sera peut-être ça. Et ben non, qu'est-ce qu'ils vont vous faire, bien évidemment? En fait, ils vont vous faire un Battlelite. Et ben ouais, c'est la même chose que le jeu que vous venez de voir. Un jeu de baston pierre-feuille-ciseaux en 2D, FMV précalculé, tout ce que vous voulez. Et voilà! Nanani! C'est ça. Voilà. Ah oui, vaut mieux la version Neo Geo, comme dit Biggie. Vaut mieux n'importe quelle version, je pense. C'est pas que c'est nul. C'est marrant 2 minutes. Et t'es fan de la licence, c'est cool. Mais pourquoi? Tu vois, pourquoi t'as cette licence, tu fais ça? Et même, d'ailleurs, si tu suis la logique de NEC d'exploiter leur licence en 2D, mais imagine, au lancement, t'avais Tengai Makyo 3 avec des cutscenes comme ça en dessin animé. D'accord, mais des cutscenes, pas le gameplay du RPG. Imagine la violence. Imagine ce que ça aurait pu faire. C'est ça, en fait, c'est ça que j'ai du mal à comprendre, en fait. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Alors, il y a eu un Land Greaser, effectivement, comme dit Mani Mani en RPG, qui est sans doute un des rares RPG qu'ils ont fait comme ça. Ouais, il y a Christophe qui est là. Mais bonjour Christophe. Christophe, un frère qu'on retrouve bientôt en stream. Je ne vous spoil pas plus. Donc voilà, la PSFX se dit pourquoi ils font ça. Tu sais pas, tu sais pas. Et attendez, vous allez me dire, ah, ils vont s'arrêter là. Non, 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 non. Après, ils vont faire encore mieux avec ce concept de jeu de baston pierre-feuille-ciseaux. Ils vont faire un truc génial, hein, mais je préférais de la PCFX, bien sûr. Le fantastique Jumelasic, elle est trop bien.
Bref, ils vont faire un jeu de FMV. Alors, la musique est très bien, l'ambiance. Plus j'adore d'aller sur le wrestling féminin. Ça, très bien. Mais dans ce cas-là, fais-moi un vrai jeu de baston 2D. Non, regardez ce qu'ils vont vous faire. Voilà. C'est la même chose, mais en mode. Voilà. FMV, catch, truc de catch, pierre, feuille, ciseaux, pareil. Queens of Queens. Chef-d'œuvre absolu, par ailleurs. J'adore ce jeu. Puisqu'il a l'ambiance, elle est géniale, les costumes, ils sont fantastiques. C'est effectivement, comme dit Biggie, c'est Gringe. On n'a pas la musique. Vous n'aviez pas la musique? Ben là, je l'ai enlevé. Là, c'est normal si vous l'avez pas. Ceci dit. Mais attendez, là, vous l'avez quand même. Si je la mets, attends. Regarde, là, si je fais ça. Bah, il n'y en a pas. Donc, c'est normal. J'avais pas enregistré la musique là. Il n'y en a pas, c'est normal. C'est normal que vous ayez pas la musique. Attends, le caractère select screen que j'ai enregistré. Matza. Pouah, ça défonce. C'est le meilleur jeu de l'histoire. Déjà, ce jeu n'existe que sur PCFX. Donc déjà, t'es obligé d'acheter la bécane si tu veux le jeu. Parce que sinon, comment tu vas y jouer? Ah bah oui. Ah bah oui. Queens of Queens, quelle pépite, un vrai Kusoge, merci. Effectivement, vous êtes obligé d'y jouer. Eh ben, vous vouliez savoir pourquoi acheter une PCFX? La réponse est là. La réponse est là. Voilà le magnifique Queens of Queens. Ma caméra qui fait définitivement n'importe quoi. Hop, hop, hop. Il n'y a pas d'émulation de la machine. Si, tu peux la trouver sur Emu, mais bon, je ne fais pas la promotion de l'émulation. On va arriver quand même dans les jeux un peu sympathiques, surtout qu'il ne reste que 13 minutes avant la fin de cette émission. Et vous allez me dire, c'est quoi les vrais bons jeux? Enfin, les vrais bons jeux, il y a eu des bons RPG, mais enfin, des bons RPG, il y a Landgriser, quoi. Il y a beaucoup de jeux de drague, parce que du coup, ils ont vraiment exploité, il y a une 60aine de jeux, les jeux de drague, ils ont vraiment exploité, ils se sont dit, quitte à être dans la niche, on va y aller à mort. Ils ont vendu presque 400 000 unités, hein, mais genre, ils n'ont pas vendu à peu près les ventes de la Neo Geo, tu vois, ce qui n'a aucun sens pour une machine censée être de NEC, tu vois, ça n'a aucun sens. Mais ouais, c'est un peu ça, ouais. Venez, on saute au-dessus. C'est vrai que le lecteur CD est capricieux, hein, j'ai dû le faire réparer plusieurs fois. Bref, les bons jeux. On va commencer avec ça, qui n'est pas très connu, qui s'appelle Chip Chan Kick, qui vaut, j'en parlerai après, extrêmement cher. C'est pas, honnêtement, le jeu, il aurait tourné sur PC Engine de base sans aucun problème. Il faut être très honnête avec vous. Mais bon, ça reste un des jeux. Ouais, c'est une fortune, c'est 500 balles aujourd'hui, je pense. Ça reste un des jeux, on va dire, acceptables de la machine, parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'acceptables en termes de jeux d'arcade pour des non-japonisants. Et en fait, c'est un rip-off entre Puzzle Bobble et Parasol Star. Voilà, pour vous faire un petit peu une idée. Voilà ce que c'est. Voilà. C'est ça, c'est un rip-off. Alors, dessin animé d'intro, bien évidemment. Ça, c'était toujours réussi, hein, il y a zéro embrouille, hein. Ça, le côté on fait un dessin animé d'intro, c'était bien. Et puis, bah, le reste du jeu, un des rares jeux aussi qui jouait à deux sur la PCFX, très sincèrement. Voilà un peu ce que c'est. Donc, c'est mignon, c'est joli. Et vous allez me dire, est-ce que j'achète une console 32 bits à la place de la PlayStation de la Saturn pour un des rares jeux d'arcade dessus? Bah non. Bah non, mais si t'as la PCFX aujourd'hui et qu'il n'y a rien à manger, bah du coup, tu prends ça. Tu vois? Au final, il n'y a rien d'autre. Tu prends ça. C'est vrai, comme dit Moonshark, hein, les films interactifs, c'était un peu le summum du jeu vidéo pour certains à l'époque. Mais en fait, c'était le summum dans la presse P, c'était le summum quand tu voyais des images. Et je pense que même jeune, quand il jouait à un jeu, tu comprenais très vite que non, en fait. Alors, il y a quand même un truc que tu me dises... à SNK, on a vu beaucoup de trucs, mais attends, le truc de la PC Engine pour laquelle la console est connue, c'est les shoots, tu vois. C'est les shoots 'em up. Bah ouais, les shoots, tu vois. Lord of Thunder, Winds of Thunder, Gunhead, Springan, les chefs-d'œuvre. Les chefs-d'œuvre sur PC Engine. Et bah, il y a eu un shoot. Il y en a eu un. Les mecs, leur truc, c'est les shoots. Ils en font un. Un fucking shoot. Un shoot. Ils ont une console spécialisée, avec des effets en 2D. Il y a Hudson, bon, peut-être un peu moins, mais quand même, il y a Hudson dans la partie. D'accord? Ils ont une console 2D. Ils la vendent à un public qui achetait notamment, pas que, mais notamment, la PC Engine pour les shoots. Et ils font un shoot. Un shoot.
Voici Zero Igar. Alors, par définition, c'est le meilleur shoot de la machine, il n'y en a qu'un. Alors, il est un peu vieillot, c'est un original qui date. Aujourd'hui, il vaut une fortune. Tu vois, il vaut une fortune. Il est bien, mais en vrai, il est bien, hein, mais en vrai, enfin, il est pas mal. Il est ok, tu vois. Mais il y a 20 000 shoots sur PC Engine qui lui mettent 100-0, tu vois, ça veut rien dire. Alors, ce qui commence bien dans le shoot, et c'est ça qu'on voulait effectivement pour des shoots de cette machine, c'est que tu vois, il commence et tu as finalement, t'as un dessin animé d'intro qui est bien, quoi. T'es ambiance Gainax de l'époque, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Zero Iga, il fait plaisir, quoi. T'as à chaque fois, honnêtement, on te raconte une histoire et t'as des dessins animés franchement chouettes entre les différents niveaux. On te raconte une histoire. Là, t'es en train de jouer. Mais c'est ça qu'on voulait de la PCFX. Ok. C'est exactement ça. C'était des shoots entrecoupés de cutscenes bien foutus. Quoi, comme de la PC Engine CD-ROM en mieux, en fait. Tu vois, au niveau des dessins animés. Oui, c'est ça. C'est ça dont on avait envie. Je veux dire, les mecs qui voulaient y aller en 2D à fond. Oui, voilà, Hudson n'était pas à fond sur la machine, c'était Neck, hein, comme dit Mani Mani. Hein. Mais imagine, t'avais 50 shoots du niveau de Spriggan, comme ça, avec des cutscenes 2D. Tu peux couper, mais en termes d'habillage, c'est cool. Et là, tu te dis, mais ouais, en fait. Ouais. En plus, le shoot au début. Alors, ouais, franchement, regarde. Là, pour le coup, au moins, ils y allaient, quoi. Le shoot en début, il peut paraître un peu basique. Alors, c'est joli, hein, mais c'est pas. Non, ouais, super graphique sous ton arcade card duo, bah, il pouvait faire pareil en vrai. Alors, bah, il faisait pas les mêmes séquences de trucs. Mais après, il y a plein de bonnes idées, en fait. Tu vois, pareil, tu vois, les niveaux sont entrecoupés. Tu vois, t'arrives au boss, le boss, il va être introduit par une séquence animée. Mais c'est de la frappe, en fait, ça. En fait, il y a plein de bonnes idées. En plus, c'était un shoot un peu RPG. C'est-à-dire que même quand tu meurs, tu grindes du niveau que tu pouvais répartir sur ton vaisseau, revenir plus fort. Et plus tu avances dans le jeu, meilleur le jeu est. Avec plein d'effets, de parallaxe, d'effets graphiques. C'est vraiment ça aurait dû être à la limite le shoot de lancement, et derrière tu laissais Compile faire un lest et on était bien. Ou tu laissais la team Red, ou même mieux la team Thundergate, là, les gars de Thunder Force 3, ils font un shoot dessus, c'était game over. En tout cas, game over pour les fans de shoot, sur ce type de public, on serait resté dans la niche. Mais au moins, dans la niche, ok, dans la niche, on peut discuter, tu vois. Et là, non. Voilà, t'as ça, il t'a introduit un boss comme ça, derrière, ouais, tu vas te taper avec le boss, mais c'est trop cool. C'est ça qu'on aurait voulu. Et là, t'en as un hors de prix en plus. Vous voyez le problème? C'est un gâchis. C'est-à-dire que je comprends qu'ils aient abandonné la 3D. Je comprends qu'ils veulent pas se battre, même si en fait, en abandonnant la 3D, ils ont perdu, en fait, ils ont perdu le jeu. Ils ont, je pense qu'ils ont perdu le game parce que c'était compliqué à une époque où tout le monde voulait de la 3D. Mais à la limite, je pense qu'ils étaient très très conscients de. Waouh! Là, j'ai trop vrillé. Ils étaient très conscients d'avoir perdu le game, d'accord? Donc c'est pas un problème. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas un problème. Ils se réajustent sur la 2D, mais dans ce cas-là, faites-le bien. Faites-le avec vos licences. Il est où le Castlevania? Mais même, tu sais quoi? À la sortie en 94, tu me sortais un Street 2X qui tournait mieux que sur 3DO, mais on discute, on parle. En fait, la machine, ils l'ont rushé, ils ont fait plein de changements au dernier moment. Il n'y avait pas de kit de développement. Les mecs qui venaient dans les locaux de NEC pour développer des jeux, ça n'avait aucun sens. Ils l'ont rushé, ils l'ont sorti, pas avec les bons jeux. Ils ont changé l'architecture dans les dernières années. C'était nimp. En fait, c'était nimp. C'était exactement l'inverse de ce qu'a été la PC Engine. Maintenant, et là où tu le regrettes encore plus, et on va finir là-dessus, il me reste 5 minutes, c'est que, ouais, sur cette machine, il y a eu un des meilleurs beat'em up 2D de cette époque, Zenki. D'accord? Ils ont fait ça. Et Zenki, c'est ce qu'aurait dû être tous les jeux sur une machine qui se disait on est la machine 2D. C'est sûr. C'est sûr et certain. Regarde, on va regarder des images de Zenki. C'est adapté d'un dessin animé, adapté d'un manga, Zenki. Alors encore une fois, tout est capturé sur du real hardware. Voilà. Donc
Ah, mais il y a la case du rétro qui nous explique qu'à l'époque, il avait fait une vidéo d'explication sur Zero Igar et Zenki. Allez voir. Mets le lien de cette vidéo, s'il te plaît. Elle est extraordinaire. Moi, j'ai pas le temps de vous expliquer en détail Zero Igar et Zenki, mais c'est des vrais bons jeux en fait. Exactement, Mani Mani à Zafir, il y avait déjà. Pourquoi ils ont même pas continué dans le cadre même de Saphir. Saphir qui était d'ailleurs la team Get Thunder, donc la même team que Thunder Force, que Gate of Thunder, etc. Bref, regardez, Zenki, ça commence par un dessin animé, le générique du dessin animé, voilà comme d'habitude. Mais là, au lieu de t'envoyer de machin dégueulasse, tu peux choisir entre deux personnages qui sont le héros, t'as les cutscenes, le héros ou la prêtresse qui bosse avec lui. Et tu sais quoi? Tu as un vrai beat'em up 2D, il y a des combos, et tu sais quoi? Tu peux jouer à deux en mode asymétrique. C'est de la frappe. Tu peux jouer à deux. Bah là, j'étais tout seul, donc je joue tout seul, tu vois. Mais regardez, c'est un vrai jeu de baston. Tu peux jouer à deux. À un moment, tu peux transformer ton perso. Euh, Alors, je joue comme un. Je sais pas jouer, hein, mais c'est pas grave. Mais voilà, tu as des vrais combos. Tu peux jouer le stylet. Alors, c'est un jeu de beat'em up 2D, c'est-à-dire que tu vois, tu avances. Il y a des ennemis. Et tu peux appeler la prêtresse qui va t'aider en fait à te transformer en Super Zenki, quoi. Et après, tu as d'autres coups. Tu continues de te taper. Euh, voilà, avec les combos, etc. C'est un vrai jeu. Le gameplay, il est mortel. Regardez, t'as du brouillard, t'as plein d'effets 2D, t'as des cutscenes, c'est fidèle au manga, deux players, tu peux choisir plusieurs persos. Mais je sais pas, en fait, tu vois. Alors, c'est pas que. Voilà, je voulais vous montrer des petits effets. Tu vois, c'est pas que du boss fight. Là, je joue un autre perso. C'est super cool. Ça, oui, oui. On aurait voulu qu'il y ait que ça en fait. Des beat'em up, plus de shoot, du RPG. Et ils en auraient pas vendu des milliards, mais déjà ils en auraient vendu plus. Bien sûr, avec la rétrocompatibilité PC Engine et même Super Graphics. Et voilà, on aurait été bien. Vous voyez? On aurait été bien. On aurait été tellement bien. Mais non. Mais non. On n'a pas eu le droit. Ah là là. Regardez. Attends, il y a peut-être un autre combat. Tu vois? Alors, c'est pas ouf, 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 hein, on aura vu mieux en 2D après, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'elle avait les capacités pour faire quelque chose en 2D et qu'ils sont fait nimp. Voilà, c'est une sorte de. Sans doute, oui, parce que, encore une fois, il n'y a peut-être pas eu assez de confiance dans les développeurs Hudson et que souvent, un constructeur, des idées market, t'aboutit à une sorte de catastrophe industrielle, alors que c'était un des éditeurs les plus emblématiques de l'histoire des jeux vidéo, qui avait réussi un coup avec la PC Engine assez incroyable. Vous voyez? C'est ça. Maintenant, il me reste 2 minutes. Quid de la PCFX aujourd'hui? Honnêtement, le problème, c'est que la plupart des jeux que je vous ai montrés, comme Titan Kick, Zero Igar, ils valent des fortunes. D'accord? C'est-à-dire que la machine, on peut la trouver pas trop chère, peut-être dans les 200 euros, même en boîte, en cherchant bien. C'est OK. C'est OK. Pour une machine rétro, c'est OK. Le problème, c'est que les bons jeux sont hors de prix. J'ai oublié de parler de Team Innocent, mais j'ai pas le temps. C'était une sorte de Resident Evil en 2D avant l'heure, mais full 2D. Façon sci-fi, si vous parlez japonais, c'est vraiment bien. Mais voilà. Si vous parlez japonais, la machine déjà elle prend quand même un niveau. Parce que vous aurez accès à certains RPG, vous aurez accès à des jeux si c'est votre délire, pourquoi pas. Donc si vous parlez japonais, c'est déjà mieux. Si vous parlez pas japonais, il faut rester sur les jeux que je vous ai montrés. Et là, par exemple, le chef-d'œuvre de la machine, donc Zenki, la dernière fois que j'ai regardé, c'était 1200 balles, hein. La dernière fois que j'ai regardé. Aujourd'hui, Zenki en boîte originale, je sais pas. Maintenant, la solution, même si je fais pas du tout la promotion, déjà, alors, l'émulation, je veux pas en parler, donc je vais quand même rester sur le hardware d'origine. Vous avez, alors c'est du bootleg, hein, parce que moi, j'ai pas l'argent pour acheter Zenki original. Vous faites pas avoir. Vous avez, quand vous achetez le jeu, voyez, vous pouvez acheter cette version PCE Work. Ils ont fait pas mal de bootleg sur les jeux chers PC Engine, donc ils ont fait aussi des bootlegs PCFX. Je suis pas pour les bootlegs, je suis pas pour le piratage, mais bon, si vous n'avez pas le choix, c'est mieux que l'EMU si vous voulez montrer du real hardware. Ça vous permet de jouer aux jeux les plus chers de la PCFX. Faites pas ça pour tous les jeux, vous n'avez pas besoin d'acheter un bootleg de Battle Elite qui est pas cher. Vous voyez, il a 30 balles. Mais voilà, pour les jeux chers, à 50 balles, tu joues à Zenki, c'est une forme de solution acceptable. Voilà. Il me reste 27 secondes.
De quoi à peine dire merci à tous ceux qui sont venus aujourd'hui. Encore une fois, fête de Noël oblige, je ne pouvais pas faire cette émission vendredi. Donc merci à ceux qui sont venus en live. Merci à ceux qui regardent en VOD sur YouTube cette émission. C'était les 30 ans de la PCFX, une machine inoubliable qu'on a eu raison d'oublier. Il faut bien quand même le dire, parce que bon, c'était quand même pas la folie. Voilà, des bisous à tous et surtout bonne fin d'année.フェニックスのセイント一騎